Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Quoi Recherche, épisode G de notre saison 3, qui a pour but de vous exposer une extension d'une généralisation de la correspondance de Robinson-Chensted-Nuss via de la combinatoire de type A. Alors, on a déjà fait pas mal d'épisodes sur cette saison 3, hein, qui nous a permis d'introduire et d'utiliser des outils combinatoires assez poussés, bon pas tant que ça quand même, mais suffisamment poussé parce qu'il faut à minima comprendre les différents objets que, nous faisons interagir, afin notamment de vous présenter les différentes correspondances que j'ai pu vous présenter tout au long de, cette saison 3. Donc j'avais commencé par vous parler de la correspondance de Robinson-Chested qui permettait d'établir une bijection entre des permutations de SN et des tableaux de Young standards de même forme avec un remplissage fixé de 1 à n. Donc, on avait vu, déjà ce résultat-là assez intéressant et qui permettait aussi d'établir des formules type identité de Frobenius. On a ensuite amené des nouveaux outils qui nous ont permis de parler d'une généralisation de cette correspondance RS en RSK qui, nous permet d'établir une bijection entre des matrices à coefficients entiers de taille fixée vers des paires de tableaux de Young semi-standards de même forme avec quelques petites propriétés à satisfaire concernant le remplissage. Et donc, jusqu'alors, nous avons vu 2 façons de réaliser cette correspondance RSK. Nous l'avons vu dans un premier temps, en passant, de notre matrice vers les BIMO, ce qui est en fait, la bijection classique. En fait, généralement, elle est présentée comme partant de BIMO jusqu'à cette paire de tableaux de Young semi-standard. Mais en fait, on peut en effet partir d'une matrice, traduire ça en BIMO. Je ne vais pas rappeler ce que c'est un BIMO. En partant de ce BIMO, construire cette paire de tableaux de Young semi-standard en effectuant une suite d'insertions Chensted, notamment pour le premier tableau. Et l'autre tableau, bah, ça va être une espèce de tableau qui va permettre d'enregistrer les différentes données qui interviennent étape par étape. Voilà. Donc on l'avait présenté d'une première manière comme cela, et la deuxième manière que je vous avais présenté ce calcul, c'est via les invariants de Green-Klettmann. C'était donc l'objet de l'épisode précédent. On va y revenir d'ici quelques instants. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous présenter une généralisation de cette correspondance RSK qui a été notamment introduit par Gansner. En tout cas, c'est l'un des mathématiciens qui a présenté une généralisation la plus grande possible dans cette direction-là. Il y a bien sûr eu d'autres mathématiciens qui se sont penchés sur ce problème, mais je pense que l'un des noms qui devrait ressortir parmi tous les mathématiciens qui parlent de ce sujet ou qui ont travaillé sur ce sujet, c'est notamment Gansner. Et cette généralisation va partir d'un constat concernant le type de résultat que l'on pouvait sortir via cette réalisation de RSK en utilisant Green-Klettmann. Et vous allez voir qu'en changeant notre façon de voir l'output de cette correspondance, eh bien, ça va nous permettre de amener à une généralisation qui va nous permettre de faire du RSK sur des remplissages de partage quelconque. Bien, alors maintenant que j'ai fait le teaser, on va pouvoir se lancer et rentrer un petit peu plus dans le rappel. Donc là, le rappel que je veux faire, c'est surtout par rapport à l'épisode précédent où nous avions effectué un calcul via les invariants de Green-Klettmann qui nous permettait de retrouver RSK. Et je rappelle que ce calcul était lancé de la manière suivante. On part de notre matrice et on voit cette matrice comme un remplissage d'un graphe grille où on oriente toutes les flèches de haut en bas et de gauche à droite. Et puis, on devait faire un calcul d'invariance de Green-Klettmann sur des sous-graphes du grand graphe. Les sous-graphes étant donnés par tout simplement les premières colonnes ou les premières lignes de notre matrice. Donc on commence d'abord par prendre la première ligne, puis les deux premières lignes, puis les trois premières lignes, etc., jusqu'à prendre toute la matrice. Et on fait la même chose pour les colonnes, la première colonne, les deux premières colonnes, etc., jusqu'à prendre toute la matrice. Et on calcule donc les invariants de Green-Klettmann, qui est un calcul faisant apparaître des chemins et des questions de poids maximaux. Je ne vais pas faire le rappel complet sur ce sujet. Je vais directement me lancer dans le calcul. Et donc, on va obtenir ici 2, puis ici, on avait obtenu 4, 1. Ici, dans toute la matrice, on avait obtenu 5, 3, 1. Et si je le fais sur les lignes, on avait obtenu 4. Ici, on avait obtenu 5, 5, alors que je fasse pas de bêtises, 5, 2, voilà, c'est ça. Et puis 5, 3, 1.
Et on avait vu que, en fait, ces suites de partage que nous obtenions, eh bien, ce sont des suites croissantes, si on voit ça comme des diagrammes de Ferrer, donc si on voit ça brique par brique. Et en fait, cette suite d'inclusion nous permet de labeller, donc de donner une étiquette à chacune des cases à partir du moment où elles apparaissent dans notre suite. Donc là, en l'occurrence, la suite que nous avons obtenue en faisant les calculs sur la colonne nous permet de retrouver ce partage-là en voyant qu'en effet le 2, eh bien, ça correspond au sous-partage ici avec 2 cases. Puis ensuite, nous avions 4,1 qui nous permet d'obtenir ce sous-partage ici et qui correspond en effet aux endroits où on a placé des 2. Et puis enfin 5,3,1 qui est le partage entier et donc on doit compléter avec des 3 pour le reste. Et puis on peut faire la même chose sur les lignes et on obtient alors l'autre partage. On commence avec 4. Donc là, tout va bien. 4, on a ça. Puis ensuite, on a 5,2. Donc 5,2, on obtient le partage suivant. Et enfin, le partage tout entier. Et donc, on avait vu que cette autre manière-là donne bien une réalisation de RSK un peu différente que celle, enfin en tout cas beaucoup plus différente, je pense, que celle qui était proposée à la base avec les BIMO. Et donc maintenant, eh bien, on va chercher finalement à changer notre façon de voir le résultat et au lieu de voir l'output comme la paire de tableaux de Young semi-standard, on va essayer de changer un petit peu notre façon de voir en se disant, mais en fait, les données des partages, j'aimerais bien les garder en tête, mais d'une autre manière. Et comment je peux les garder d'une autre manière? Eh bien, la surprise est de penser à voir ça comme un tableau, enfin comme un moyen d'obtenir un tableau qui sera rempli de manière inversée. Donc, c'est ce qu'on appelle plutôt une partition plane en renversée. Alors, je vais me permettre de redonner la définition parce que bon, il y a pas mal de chances que je n'ai pas donné la définition jusqu'alors, donc je vais le faire maintenant. Si je me donne lambda, donc un partage entier, peut-être éventuellement non nul, mais bon, disons là un partage, moi, je vais dire non nul. Et puis, on va étudier son diagramme de Ferrer. Je rappelle la notation que j'avais introduite, fer lambda, qui est le diagramme de Ferrer, c'est-à-dire la donnée des points dans n étoiles carrées qui correspond à mon lambda, donc des points de la grille, qui correspond également au fait d'avoir des cases, hein, c'est la même chose. Et donc, la définition de partition plane renversée peut être la suivante. Donc, une fonction f qui va de fer lambda vers les entiers naturels, donc éventuellement ça peut être 0, hein, les valeurs qu'on peut atteindre. Ça va être une partition plane renversée. Si seulement si, eh bien f est croissante avec comme relation d'ordre sur les cases, eh bien la relation de dominance. Autrement dit, pour n'importe quelle paire IJ plus petit ou égal pour l'ordre de dominance à KL. Donc je rappelle que l'ordre de dominance, c'est la même chose que de demander à ce que I soit inférieur ou égal à K et que J soit inférieur ou égal à L. D'accord? Donc c'est équivalent à dire ça. Donc à chaque fois que j'ai ça, alors les images respectent l'ordre. Donc f de IJ est inférieur ou égal à f de KL. Donc voilà ce qu'est une partition plane renversée. Alors, pourquoi, cette terminologie-là? C'est parce que, partition plane, c'est parce qu'on imagine qu'un remplissage d'un partage de cette manière-là, si on se lançait à le faire de manière croissante selon les lignes, enfin décroissante selon les lignes et les colonnes, eh bien ça reviendrait à généraliser la notion de partition, que nous avons vue, depuis le début, puisqu'on pourrait imaginer une partition qui pourrait être dessinée en 3D. Donc une partition en 3D, ça pourrait éventuellement ressembler à un truc comme, alors je vais essayer d'en faire un. Je me lance à faire des dessins en 3D, attention, c'est chaud. Hop. Bon, il va pas être hyper joli mon truc, mais je pense que ça sera suffisant pour y voir des choses. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, par exemple, on pourrait voir ça comme une partition en 3D d'une partition que l'on aurait choisie d'un entier. Ici, ça serait l'entier 4. Et donc la partition plane, ce truc-là pourrait se voir exactement comme... Donc imaginez que vous voyez ce truc-là d'en haut. Et si vous le voyez d'en haut, vous voyez la partition que je viens de dessiner là, avec les numéros des cases qui va correspondre exactement au nombre de cases qui se trouvent sur la colonne correspondante. Donc là, nous avons 2 cases, et puis ici, nous avons une case et une case. Voilà, donc ça serait une partition plane du nombre 4.
D'accord? Donc ça généralise un petit peu la notion de partition, pour les entiers en imaginant les choses à dimension 3 au lieu de dimension 2 et bien sûr, on peut généraliser ça à n'importe quelle dimension. Et donc bah, partition plane, c'est ça et là, on demande partition plane renversée parce que là, au lieu d'avoir, décroissance selon les lignes et les colonnes, on demande à avoir une croissance. Voilà. Donc typiquement, je peux très bien avoir comme exemple de partition plane renversée, je vais en faire un tout petit peu plus grand. Donc on pourrait très bien avoir un truc comme ça. Voilà, et ben voilà, ça c'est un exemple de partition plane renversée, puisque là on est bien en effet croissant selon les lignes et les colonnes. Et notez bien que bah, être un tableau de Young standard ou un tableau de Young semi-standard, c'est être une partition plane renversée, mais pas l'inverse. L'exemple que je viens de donner ici est un exemple de partition plane renversée qui n'est pas un tableau de Young semi-standard et donc qui n'est pas non plus un tableau de Young standard. Bien, donc voilà, ça ce sont les partitions planes renversées et donc bah, l'idée est de voir cette matrice comme finalement un remplissage d'un partage. Ici, ça serait le remplissage du partage 3-3-3. Donc on va voir la matrice comme étant un remplissage du partage 3-3-3. Et donc maintenant la question c'est comment encoder le résultat de cette suite de partages qui soient inclus les uns dans les autres, de manière à ce que ça puisse donner éventuellement un remplissage de mon partage. Donc ouais, l'idée en effet, c'est de se dire que cette suite de partages, je peux voir ça comme un remplissage, et pour le voir comme un remplissage, même qui va nous donner une partition plane renversée, donc c'est vraiment là la belle vision qu'il fallait avoir pour amener les idées qui vont suivre pour cette généralisation, c'est que bah, à chaque fois que j'ai pris un sous-graphe, ce sous-graphe, il est caractérisé par la fin du rectangle, donc c'est-à-dire le seul puits qui va être présent dans le sous-graphe. Donc là, par exemple, pour la première colonne, le seul puits du sous-graphe, c'est donné par cette case-là. Alors prenons cette case-là et regardons la diagonale correspondant à cette case-là. Et dans cette diagonale, eh bien, on va remplir les cases à l'aide du partage qui est en jeu. Donc là, en l'occurrence, nous avions 2. Pour le suivant, bah, la case correspondant au seul puits du sous-graphe, c'est cette case-là. Donc là, je vais faire la diagonale correspondant à cette case-là. Et bah, je vais faire encore une fois un remplissage de façon à ce que ce soit une partition plane renversée. Donc je ne vais pas mettre 4, 1, mais je vais plutôt mettre 1, 4. Donc de cette manière-là. Et puis je continue, la diagonale suivante, ça va me donner 5, 3, 1. Si maintenant je remplis avec les valeurs bleues, eh bien ici je vais obtenir 4, et ici je vais obtenir 5, 2. Et voyez qu'en effet, on peut encoder RSK en disant, bah, je pars d'un remplissage de forme ici 3 fois 3 pour arriver à une partition plane renversée de forme 3 fois 3. Et qu'est-ce que vous dit RSK d'après les résultats précédents? Donc, on a mentionné aux épisodes précédents. Eh bien, ça vous dit que ça vous permet d'établir une bijection entre des remplissages de forme lambda, lambda ici étant une forme rectangulaire, vers des partitions planes renversées de même forme. Donc en effet, RSK, alors je crois que je l'avais indexé NM, pour le cas où on veut vraiment fixer la forme des matrices, bah, nous permet de partir d'un remplissage de lambda égale le partage donné par n lignes et m colonnes, de la manière suivante, vers les partitions planes renversées, renversées de la même forme, donc n, m. Donc en effet, c'est une bijection, grâce à ce qui précède. Puisqu'en effet, on l'a vu déjà précédemment, donc notamment à l'épisode précédent, que avoir les informations de ces suites de partage, c'est équivalent à avoir l'information de la paire de tableaux de Young semi-standard, et nous avons vu que cette chose-là est bien une bijection. Et donc maintenant, l'idée, c'est de se dire, mais ok, là on avait des suites de partage rectangulaires, qu'en serait-il si on voulait essayer de faire un remplissage quelconque? Donc idée générale, c'est de généraliser à avoir une bijection qui part de remplissage de lambda vers des partitions planes
Donc je vais noter PPR pour simplifier, des partitions planes renversées de forme lambda. Sachant qu'on aimerait que si on prend lambda forme rectangulaire, ça doit coïncider avec le calcul RSK. Eh bien, l'idée va être très proche de ce que je vous ai expliqué ici. Et donc, je vais vous le faire sur l'exemple que vous voyez là-haut. Donc, je vous ai donné ici un partage. Donc là, ici, le partage que nous avons, c'est 5, 3, 3, 2. Je vous ai donné un remplissage de ce partage. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on pouvait généraliser RSK. Et donc, c'est la généralisation qui a été développée par Ganzner et d'autres mathématiciens. Mais encore une fois, je retiens Ganzner plus que les autres, puisque c'est lui qui a apporté le plus de choses sur ces travaux-là. Mais bien sûr, bon voilà, il y en a plein d'autres qui ont travaillé sur ce sujet. Euh, je vais vous montrer donc comment on pouvait généraliser en ayant en tête cette idée que je viens de vous expliciter. Eh bien, l'idée va, pour essayer de faire cette généralisation, ça va partir sur les cases qui se trouvent à l'extrémité de notre partage. Donc, les cases qui se trouvent à l'extrémité de notre partage sont les cases qui sont ici. Et pour chacune des cases, je vais considérer un sous-graphe. Donc déjà, je vais voir ce truc-là comme, encore une fois, un remplissage d'un graphe. Et ce graphe, exactement dans la même veine que ce que j'ai fait pour la matrice, je vais voir ça comme un graphe grille où l'orientation va être donnée de gauche à droite et de haut en bas. Je ne vais pas dessiner toutes les flèches. Pour simplifier, je fais juste les flèches comme ça pour dire qu'en effet, on a un graphe grille. Donc chacune des parois va être remplacée par une flèche qui va aller d'un sommet vers un autre adjacent. Et on suit les orientations que j'ai écrites. Et les cases du bord vont nous permettre de paramétrer la suite des sous-graphes qu'il va falloir regarder. Donc là, en l'occurrence, pour cette case-là, je vais regarder le sous-graphe donné par le rectangle qui a pour seule source 1 et pour seul puits 3. Donc le rectangle ici, ça va nous donner ça. Et alors maintenant, si je dessine... Il faut me laisser un peu de temps pour redessiner le partage. Tac. Tac, voilà, j'ai pas fait de bêtises. Et donc, pour cette case-là, si je m'amuse à faire encore une fois les calculs de chemin, là, ici, je vais obtenir donc 3 et 1, 4, 4 et 3, ça va me faire 7. Et bien, la valeur 7, je vais la mettre dans la diagonale correspondant à cette case-là. Donc là, ici, je vais mettre 7. Et je continue en faisant le tour de toutes les cases de ce ruban. Hein, c'est exactement le terme technique qu'on utilise. Ça, c'est un ruban de mon partage, puisque si j'enlève les cases que j'ai pris, eh bien, je me retrouve avec un nouveau partage. Hein, donc, c'est en cela la définition d'un ruban. Et là, notamment, c'est un ruban maximal. Et donc, j'ai ce 3 que je viens de faire. Maintenant, je vais faire la même chose avec 0. Donc, si je reprends le sous-graphe avec comme seule source et comme seul puits, donc seule source 1 et seul puits le 0 qui est ici, et bien là, je vois que je vais obtenir juste le petit rectangle ici avec 4 cases. Et donc, en faisant encore une fois les calculs de chemin, je vais obtenir 4. Je continue avec cette case-là. Encore une fois, je vais obtenir 4. Maintenant, ça va commencer à être intéressant. Si j'arrive à cette case-là, je vais devoir prendre, je vais peut-être changer de couleur juste histoire que ça se voit un peu plus, je vais devoir prendre le rectangle qui est ici. Et là, je vais passer encore une fois sur du calcul de chemin, un calcul d'invariant de Green-Kettmann, utilisant ici jusqu'à une paire de chemins. Donc pour un seul chemin, je vois que je vais obtenir, pour avoir un poids maximal, je n'ai pas beaucoup de choix. Enfin, en fait, il y a deux chemins possibles en soi, importants qui ressortent. Et ces deux chemins, de toute façon, donnent le même poids. Donc là, je vais obtenir en fait 3 et 2, 5. Très bien. Donc je vais avoir 5. Et puis après, ce qui va rester va me donner la deuxième partie de mon partage. Donc là, ça va être 5, 3. Donc je vais écrire dans cette diagonale-là 5, 3. Je continue avec la case suivante. Et là, là c'est le plus gros. Et pareil, il faut essayer de déterminer le chemin de poids maximal, etc. etc. Bon, ici, si je ne fais pas de bêtises, normalement, le poids maximal va être obtenu par le chemin qui est ici et qui donne 9. Et puis ensuite, il faut regarder, est-ce qu'il y a une paire de chemins qui donne un poids maximal différent? Je n'ai pas vraiment l'impression. Donc, une paire de chemins qui marche, on a celle-ci et celle-ci, et celui-ci. Donc là, ça va nous donner 4, puisqu'on a 9 plus 4, 13, et après, il faut enlever le 9, donc de toute façon, 4. Et puis enfin, en faisant tout le monde, là, on additionne tout le monde, puis on enlève ce qu'on a déjà obtenu, ça va nous donner 1.
Et je continue, hein, ainsi de suite, hein. Donc pour la case qui est ici, je recommence. Poids maximal, ça va être ce chemin-là, je pense. Donc là, on va avoir 5 et un 6, et 6 et puis certainement 3. Donc ça va me donner 6, 3. Je continue avec cette case-là. Cette case-là, bah là, je vois que le poids maximal, il va être atteint ici facilement. Donc 5 et 3, 8, 8 et 2, 10. Donc là, je vais avoir 10. Et ensuite, bah, ce qui reste ici, c'est 4. Très bien. Et bah, dernière case, bah, ça va être juste la somme des valeurs dans la colonne. Et là, ici, on obtient 8. Et voilà, je viens d'obtenir une partition plane renversée. Vous pouvez constater en effet que ça donne une partition plane renversée. Sachant que j'étais parti d'un remplissage quelconque. Eh bien, la manipulation que je viens de vous développer sur cet exemple-là, eh bien, c'est exactement la manipulation générale qu'il faut faire pour réaliser cette génération de la correspondance RSK. Et donc, laissez-moi la possibilité d'énoncer le résultat. Donc, que je vais attribuer à Gansner, même s'il y a plusieurs mathématiciens dans le coup. Qui vous dit que bah, cette procédure établit la correspondance suivante. La correspondance suivante. Exactement ce qu'on souhaitait. On part d'un remplissage de forme lambda et on arrive à une partition plane renversée de lambda. Ça nous donne donc ici une bijection avec comme cas particulier, si lambda c'est une matrice de taille Mn. Donc cette généralisation, comme ça va être une généralisation, je vais me permettre de l'appeler RSK lambda. Voilà. Eh bien, avec comme particularité, si je m'amuse à regarder ce qui se passe pour ce partage-là, alors, eh bien, RSK lambda, c'est bien ce qu'on souhaite, c'est-à-dire c'est bien l'ancien RSK, donc le précédent RSK que je vous ai présenté lors des derniers épisodes sur NM. Faut que je fasse attention où est-ce que je place mon N et mon M. Voilà, voilà. Et donc cette procédure va vraiment dans cette idée-là, vous orienter votre partage, votre remplissage de partage de gauche à droite, de haut en bas, et puis ensuite vous procédez en regardant toutes les cases qui se trouvent dans ce ruban maximal, donc le chemin le plus extrême en faisant le tour de toutes les cases qui sont à l'extrémité de votre partage si vous voulez, et puis bah, pour chacune de ces cases, vous allez considérer le sous-graphe où cette case-là est le puits, et bah, vous n'avez qu'une seule source qui va être finalement la source, le point qui est ici, hein, la case qui est ici, et bah, vous faites tous les calculs de sous-graphe correspondants. Ça vous donne toutes les invariantes de Green-Kettmann que vous allez poser en diagonale dans votre partage, ce qui va à la fin en effet faire sortir une partition plane renversée. Ça demande déjà un peu de justification, de vérifier qu'à la fin on a bien une partition plane renversée. C'est pas si difficile, mais ça demande quand même quelques justifications. Et puis une fois qu'on a vérifié ça, bah, en effet s'assurer que ça donne bien une bijection. Alors on verra peut-être un peu plus tard, je me donne un peu de mou là-dessus, mais si on a le temps, j'aimerais bien essayer de vous donner une bijection inverse. Alors pas la bijection inverse de ce truc-là, mais une bijection inverse de l'extension que je vais vous présenter à la toute fin en faisant des calculs étape par étape. Vous allez voir, ça va être assez amusant à faire. Et ce sont des travaux qui sont en cours d'écriture d'ailleurs, ce truc-là. Donc c'est pour ça que je pense que ça arrivera plutôt vers la fin de la saison, histoire de me laisser un peu de lest et de me laisser aussi le temps de l'écrire. Mais bref, voilà, j'aimerais bien aussi vous montrer la réciproque quand même dans au moins un exemple. Et de vous montrer qu'il y a moyen de faire cette réciproque avec des petits calculs locaux. Un calcul, donc des calculs locaux, voilà, donc attention à la concordance là, enfin l'accord qu'il faut, je mélange tous les mots, ça va vraiment plus, je suis fatigué je crois. Bref, bah, j'espère que ça vous aura plu de découvrir cette généralisation de RSK. Étape suivante, donc ça sera l'objet de l'épisode qui va suivre, hein, donc l'épisode 3H.
Ça va, je connais mon alphabet, tout va bien. Eh bien, je vais, vous reparler à nouveau de théorie de représentation Carquois. Car maintenant, il va falloir que je vous introduise à nouveau ces outils. Alors, je vous ai déjà introduit ça, lors de la saison 1 et je vais vous inviter à y jeter un coup d'œil si vous le souhaitez, mais je rappelle que je cherche à rendre les saisons indépendantes et donc, bah, si quelqu'un, n'a pas forcément l'envie de voir à quoi ça ressemble la théorie de représentation de Carquois dans sa globalité, il n'y a pas de souci. On va éviter de rentrer dans trop de globalité cette fois-ci pour la théorie de représentation de Carquois et on va se focaliser sur ce qu'il se passe pour les Carquois de type A. Et donc, on va beaucoup parler de ça lors du prochain épisode. Donc déjà, vous refaire le tour de la théorie de représentation de manière un peu générale, mais en restant quand même sur du type A. Donc, il y a pas mal de trucs qui vont passer beaucoup plus rapidement que ce qu'il y avait eu dans la saison 1. Et puis, bah, petit à petit, vous introduire aussi un calcul du carquois d'O'Sunderhalton assez joli via de la combinatoire. Et vous allez voir que ce carquois d'O'Sunderhalton, il va être un outil essentiel de l'extension, plutôt, j'aurais dire, l'extension de la généralisation que vous avez vu ici. Donc voilà, petit à petit, le puzzle se résout, puisque bon, bah, par rapport à l'intitulé, vous savez maintenant, vous avez une bonne connaissance, en tout cas j'espère, du cœur du problème, c'est-à-dire cette généralisation de RSK. Reste maintenant à vous expliquer cette extension via de la combinatoire de type A. Je pense que je ne me suis pas trop répété, a priori. Bref, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet épisode du Coin Recherche. Ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette, bien sûr. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!